bienvenue à toutes. Merci beaucoup d'être connectés ce soir pour ce webinaire qui s'appelle Comment vit-on la grossesse d'après? Moi, je m'appelle Servane, je travaille pour l'association Agapa. Je vais vous présenter très rapidement l'association et ensuite je laisserai la parole à Sophie qui va animer ce webinaire en compagnie de toutes les invitées qui ont eu la gentillesse de répondre oui à notre invitation. Donc Agapa, ça fait une trentaine d'années que l'association existe pour accompagner tous les parents confrontés à un deuil périnatal ou une interruption de grossesse, que ce soit IVG, IMG, arrêt naturel de grossesse précoce ou plus tardif, grossesse extra-utérine, vraiment tous les deuils autour de la grossesse, en visio ou en présentiel, donc partout en France. Il y a une vingtaine d'antennes en France pour Agapa. Et l'association poursuit trois missions principales. Donc, la première mission, c'est l'accompagnement et le soutien des parents endeuillés grâce à trois possibilités. Soit un parcours individuel qui va s'étaler sur 15 à 18 séances, donc avec une accompagnante. Soit des groupes de parole sur une année, c'est-à-dire qu'une fois que le groupe est constitué, les participants vont cheminer ensemble sur une année à raison d'une réunion par mois ou soit grâce à des cafés-rencontres. Donc, les cafés-rencontres, ce sont des rencontres ponctuelles thématiques. Il y a d'ailleurs notamment des cafés-rencontres proposés sur vivre une grossesse après un deuil périnatal, qui sont en ce moment proposés pour la semaine prochaine. Voilà, la deuxième mission d'Agapa, c'est la formation des professionnels de santé, de l'écoute et de la périnatalité. Et nous sommes très heureuses ce soir d'accueillir justement pas mal de professionnels. Ces formations, elles ont lieu 2 fois par an à Paris et également dans toutes les structures qui en font la demande partout en France. On était en Belgique aussi la semaine dernière. Et la troisième mission d'Agapa, c'est la sensibilisation. Donc, la sensibilisation, on l'a fait grâce à plusieurs événements qu'on organise tout au long de l'année, comme cette semaine-là de sensibilisation au deuil périnatal qui se termine par le 15 octobre, qui est la journée mondiale du deuil périnatal. On est très heureux de pouvoir vous proposer tout un programme que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux et qui seront disponibles également en replay d'ici une semaine. On a également proposé une série des initiatives positives disponibles aussi sur les réseaux sociaux. Et évidemment, on répond aux journalistes lorsqu'ils nous sollicitent. Donc voilà, vous pouvez retrouver et suivre Agapa sur notre site internet agapa.fr, plus tous les réseaux sociaux. Donc voilà, ce soir, le webinaire est dédié à la grossesse d'après. C'est Sophie de Chivray qui va l'animer. Donc Sophie, on a déjà collaboré plusieurs fois ensemble. Tu es journaliste, tu es créatrice de Au revoir podcast, qui est un podcast 100% dédié au deuil périnatal et aux interruptions de grossesse. Et tu es également co-réalisatrice du documentaire Le berceau vide, qui sera diffusé le 12 octobre, donc jeudi, sur France 3 Île-de-France. Et voilà, je te laisse la main, Sophie, pour animer cette soirée avec tout ton talent. Merci à vous toutes. Bonne soirée. Alors, j'ai un petit peu de pression maintenant. Merci énormément, Servane, pour cette présentation. Je suis très heureuse d'être avec vous quatre, vous cinq maintenant, enfin, du coup, on ne voit plus Servane, mais vous cinq. Et puis, bah, toutes les personnes qui sont là. Alors, il y a quelques minutes, on savait qu'il y avait environ 90 personnes, je crois. Là, maintenant, je ne sais pas combien de personnes sont en train de nous regarder. Donc, effectivement, une soirée, 1 heure, 1 heure et quart, dédiée à la question de la grossesse d'après. Nous allons échanger avec Myriam, Christine, Marie-Laure et Daniela. Je vais vous introduire dans quelques instants. Avant toute chose, vous avez la possibilité, vous qui nous regardez, d'éventuellement poser des questions. Si vous avez envie de poser des questions par rapport à cette thématique de la grossesse d'après. On ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions. Si on a un petit peu de temps, on pourra faire un petit échange, questions-réponses à la toute fin. Mais bon, en 1 heure et quart maximum, je pense qu'on aura déjà énormément de choses à dire. Mais en tout cas, on tiendra bien compte de vos questions. Je pense qu'il y en a certaines pour lesquelles on va déjà apporter des éléments de réponse ce soir. C'est Servane qui va gérer les questions. Si jamais vous voyez que votre question est entre guillemets rejetée, c'est la manip de Zoom. Ce n'est pas qu'on rejette votre question en bloc, c'est juste que pour moi, ça me permet de voir vraiment quelles sont les questions pour lesquelles on n'a pas encore répondu. Si votre question est rejetée, c'est juste que soit on va y répondre, soit on y a déjà répondu.
J'essaierai d'avoir toujours un œil sur les questions. Et s'il y en a qu'on ne peut pas aborder ce soir, on va bien noter vos questions parce que, bien entendu, que c'est toujours très important pour nous de savoir quels sont vos questionnements, quelles sont vos interrogations et en fait les chemins qu'on pourrait prendre pour d'éventuels autres webinaires ou épisodes de podcast ou que sais-je. Il y a énormément de choses à explorer et vous pensez bien qu'en 1 heure et quart, faire le tour de la question de la grossesse d'après, voilà, on ne pourra pas faire tout le tour de la question, mais en tout cas, on va déjà essayer d'apporter des éléments de réponse, des éléments de témoignage également. Et donc, je vais commencer par présenter les personnes qui sont ici ce soir. Je vais commencer du coup par Myriam. Myriam Cheloufi, vous êtes gynécologue obstétricienne à l'hôpital Trousseau. Vous avez mis en place un hôpital de jour pour pouvoir suivre eh bien, les patientes, les couples qui sont confrontés à au moins 2 arrêts naturels de grossesse. On reviendra peut-être sur ce terme-là, je ne sais pas avec lequel vous êtes la plus à l'aise. Mais bien entendu que en tant que gynécologue obstétricienne, voilà, ça vous arrive aussi, en dehors de cette spécialité, de suivre des femmes qui sont en plein dans leur grossesse d'après, entre guillemets, cette fameuse grossesse d'après, qu'il s'agisse voilà, d'un contrôle d'une échographie après une mort fœtale in utero ou après une IMG, par exemple. Donc, Myriam, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Est-ce que ça va pour la présentation? C'est parfait, merci. Ok, génial. Alors ce soir également, bonsoir Christine, Christine Bonsoir. Binan. Donc nous fait Bonsoir. plaisir d'être là ce soir. Vous êtes psychologue au Centre hospitalier général de Chambéry. Vous avez exercé de nombreuses années en réanimation néonatale, si je me trompe pas. C'est Et ça. maintenant, vous êtes davantage, vous prenez davantage en charge les femmes et les couples dans le service de grossesse pathologique. Vous êtes confronté à des personnes qui vivent des interruptions médicales de grossesse, des morts fœtales in utero. Alors, soit au moment du drame, soit quelques semaines, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, au moment de cette grossesse d'après. Vous Mhm. êtes également membre actif de l'association Nos Tout Petits de Savoie et vous animez également des groupes de parole dans le cadre, je crois, de cette association. Est-ce que Exactement. c'est exact? Tout Ok, à fait. génial. Donc, bonsoir Christine. Je me tourne, voilà, c'est par écran, voilà, interposé, mais vers Daniela. Alors, Daniela, vous allez être là aujourd'hui, ce soir, pour vraiment livrer votre témoignage de maman endeuillée, de maman qui a perdu un petit garçon, Samuel, qui a dû lui dire au revoir en avril 2020, suite à une mort fœtale in utero inexpliquée. Vous étiez en fin de grossesse. Et puis, quelques mois plus tard, vous avez été de nouveau enceinte et vous avez eu un autre petit garçon. Si je me trompe pas, il s'appelle Isaac, votre... C'est ça, ok, génial. Et donc, au moment où vous avez appris cette grossesse d'après, vous étiez en accompagnement, donc individuel, avec Marie-Laure. Vous êtes accompagnante bénévole chez Agapa. Vous intervenez dans plusieurs modules. Donc, l'accompagnement individuel, vous étiez l'accompagnante de Daniela, mais vous pouvez aussi intervenir dans des cafés-rencontres ou des groupes de parole. Est-ce que pour les présentations, j'ai dit tout ce qu'il fallait, Daniela et Marie-Laure? Très bien. Ok. Alors, pour commencer, qu'on soit un petit peu toutes d'accord, en fait, de la thématique dont on parle ce soir, cette grossesse d'après, pour qu'on sache vraiment de quoi on parle et qu'on puisse aussi donner des clés aux personnes qui nous regardent, soit qu'elles soient elles-mêmes endeuillées, soit qu'il s'agisse de professionnels qui pourraient être au contact de femmes, de couples qui vivent un deuil périnatal et une éventuelle grossesse d'après. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la grossesse d'après? J'ai envie de vous donner la parole d'abord, Daniela. Pour vous, en tant que maman endeuillée, c'est quoi, brièvement, la grossesse d'après? Comment est-ce que vous pourriez faire comprendre à quelqu'un qui ne connaît pas forcément la réalité du deuil périnatal ce qu'est cette grossesse d'après, contrairement à une grossesse, on va dire, davantage lambda, telle qu'on se l'imagine dans l'imaginaire collectif quand on parle de la grossesse? Alors, c'est une question dure, je trouve, parce que c'est vrai que c'est une grossesse qui a vraiment une particularité. Alors, j'imagine que ça dépend pour chaque femme, chaque histoire.
Je voulais juste dire ça aussi. Voilà, moi, tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est mon histoire à moi. J'ai eu, tout au long de mon parcours, rencontré plein de femmes qui ont vécu plein de choses différentes. Et donc, j'ai en tête, quand je vous parle, les histoires différentes de toutes ces femmes que j'ai croisées et que j'embrasse. Et donc, du coup, en tout cas, pour moi, j'ai trouvé que la grossesse d'après, c'est une grossesse qui est très exacerbée dans toutes ses émotions. On est souvent à la fois très contente de voir la vie revenir, mais en même temps très, 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 très inquiète. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est vraiment très intense, quoi. Et je dirais, il y a une vraie perte d'insouciance sur le fait de démarrer une grossesse en se disant, c'est sûr, je vais avoir un petit bébé à la fin dans mes bras. Et donc là, on a vraiment, même si je pense que enceinte, toutes les femmes, moi j'ai eu deux enfants avant d'avoir perdu Samuel, donc Joseph et Yaël. Et donc j'avais déjà vécu deux grossesses, je dirais, qui se sont bien terminées puisque j'ai eu mes petits bébés avec moi à la fin. Et c'est vrai que je sais que pendant la grossesse, on peut avoir des inquiétudes quant à ce que tout se passe bien, on a plein de peurs et tout ça, mais quand on a vécu la réalité de ces peurs dans notre vécu, c'est vrai que le fantasme d'un malheur et la réalité se sont rencontrés, quoi. Donc, dans la grossesse d'après, voilà, quand on a peur, on a vraiment peur, quoi. C'est pas juste. Voilà, en tout cas, je dirais ça. Donc, du coup, pour résumer, beaucoup d'ambivalence et toutes ces émotions qui, en fait, sont exacerbées. Euh, Marie-Laure, du coup, je me tourne vers vous un instant. Ce que dit Daniela, vous l'avez ressenti dans l'accompagnement que vous avez fait avec elle, j'imagine. Je crois à un moment donné, puisqu'on s'est toutes entretenues ensemble avant ce webinaire, que Daniela, vous parliez notamment à certains moments comme des blackouts par rapport à cette grossesse consécutive à la mort de Samuel. Vous, Marie-Laure, c'est quelque chose, voilà, ce que décrit Daniela, que vous avez bien perçu pendant cet accompagnement, parce que parfois on explique les choses de manière rétrospective, mais à l'instant T, parfois on ressent les choses de manière 1000 fois plus puissante. Ben, oui, tout à fait dans le parcours avec Daniela. Donc, elle est venue effectivement, comme elle le dit, pour travailler ce deuil avec Samuel. Et au cours de cet accompagnement, elle m'a parlé effectivement à un moment donné d'abord ou de plusieurs séances, hein, est venu le désir d'une nouvelle. Elle a envisagé l'idée d'avoir une nouvelle grossesse. Donc déjà, c'est quelque chose qui était en train d'émerger. Et puis, quelques semaines après, elle est arrivée en me disant qu'elle était effectivement enceinte. Et là, il y a eu effectivement, moi j'ai assisté bon, ça a duré sur plusieurs séances, bien évidemment, hein, mais ce que disait Daniela, c'est ce mélange d'émotions, alors d'émotions contradictoires, à la fois ce, ce, ce bébé qui arrive et puis bon, c'est mêlé d'inquiétude, de peur, et en même temps, voilà cette peur aussi avec le bébé qui arrive, l'idée d'un bébé qui viendrait prendre une place et peut-être risquer d'oublier Samuel. Enfin, ça tournait beaucoup autour de ça. Et donc tout ça, c'est venu progressivement. Et jusqu'au moment où voilà, petit à petit, ça a évolué. Et il y a eu un moment où vraiment, on a toujours continué à travailler ce deuil, puisque c'est la raison pour laquelle elle est venue me voir. Mais il y a une trame qui a commencé à se mettre en place et de plus en plus, elle a pu parler de ce bébé qui arrivait, s'est pacifié. Enfin, on sentait, voilà. Mais tout ça, c'est sur de longues semaines. Mais il y a toujours cette possibilité de revenir comme ça, de reparler de ce deuil. Voilà, et de ce qui se passe aussi dans le fait d'être confronté à cette nouvelle grossesse, ce bébé qui va arriver. Oui, alors effectivement, on en reparlera tout à l'heure. Je vous laisserai la parole à ce propos parce qu'on reviendra là-dessus, Daniela, sur cette grossesse qui rencontre également le deuil de être une maman endeuillée, apprendre à être une maman endeuillée tout en étant de nouveau enceinte. On en parlera assez longuement. J'avais envie de vous donner la parole, Christine. Notamment, vous m'aviez dit, et je trouvais que ça décrivait très bien les choses, et je pense que ça peut être clair pour tout le monde, c'est que la grossesse d'après, vous m'aviez dit, ce n'est pas un moment zéro.
par rapport à d'autres grossesses. Voilà, pour vous, comment vous pourriez décrire cette grossesse d'après? Oui, effectivement, mais je dirais que toute grossesse n'est pas un moment zéro finalement. Toute grossesse arrive dans l'histoire d'une femme, d'un homme, d'un couple. Alors, cette grossesse-ci, hein, la grossesse d'après, elle a vraiment cette particularité, c'est elle va finalement replacer le couple là où le traumatisme, le drame l'avait laissé. Et elle va faire retraverser à cette femme, cet homme, à ce couple, toutes les étapes de la grossesse précédente, avec ce que Daniela commence à très bien nous expliquer, hein, tous les mouvements d'angoisse, d'inquiétude qui vont effectivement être là, puisque là, on voit bien que pour le couple, les angoisses, les fantasmes se sont réellement actualisés, ils sont devenus réels avec la précédente grossesse. On est vraiment dans une réalité, on a été vraiment dans une réalité du drame. C'est vrai qu'une grossesse, c'est toujours un remaniement psychique, hein, c'est comme un peu un état de crise finalement. Et la grossesse d'après, bah, ça va être un petit peu la crise dans la crise. Elle va potentialiser, exacerber tous les mouvements qui vont être des mouvements qui traversent la femme dans une grossesse sans particularité. Dans cette grossesse-là, tout va être amplifié, potentialisé du fait de l'antécédent. On pourra peut-être reparler tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le moment maintenant, mais je trouve aussi que le moment de la survenue, hein, de savoir, parce que finalement on dit grossesse d'après, mais grossesse après quoi? Est-ce que cette grossesse, elle arrive très tôt, très vite après la perte du bébé? Ou est-ce qu'il y a déjà eu, il y a pu y avoir une possibilité d'élaboration, de deuil, de mise en place de ce bébé décédé? Je crois que ça va aussi beaucoup influer sur cette grossesse. Et puis, je trouve que c'est quand même une expérience humaine assez troublante parce que c'est la possibilité de retrouver ce qu'on a perdu. J'ai perdu un bébé et j'attends de nouveau un bébé. Et ça, quand même, ça peut être un peu confusionnant. Pour résumer, en fait, par rapport à la dernière idée que vous étiez en train de soulever, c'est que peut-être que pour certaines personnes, notamment les proches, on y reviendra peut-être, il peut y avoir comme s'il y avait le chemin du deuil, la grossesse, et que tout Oui, était parallèle et ne se rencontrait jamais. Alors même que finalement, l'état de la grossesse en tant que tel fait que forcément, il y a des rencontres qui se font, il y a des choses qui se réactivent, déjà aussi d'un point de vue corporel quand on attend le bébé, mais aussi d'un point de vue psychique, en fait. tout à fait. Je crois que l'écueil, c'est que quelquefois, pour les proches, pour la famille, cette nouvelle grossesse, elle signe la fin du deuil, on passe à autre chose, alors que voir presque une réparation hein, de la perte, alors qu'on sait que c'est vraiment illusoire et que ce chemin, il va s'engager parallèlement avec celui du deuil. Et puis, il va y avoir des ponts et des croisements, effectivement, ne serait-ce que quelquefois les dates des examens, les dates dates anniversaires qui vont être aussi traversées pendant tout ce temps. Merci beaucoup, Christine. Alors, Myriam, vous qui êtes du coup gynécologue obstétricienne, est-ce que tous ces mouvements d'ambivalence, toutes ces émotions qui peuvent être exacerbées, vous le voyez, vous les observez au contact des patients, le fait que ça peut être une grossesse d'après, parfois après de multiples deuils, parfois après plusieurs arrêts naturels de grossesse, parfois il y a des personnes qui vont avoir une IMG, puis un arrêt spontané de grossesse. Enfin, voilà, il peut y avoir des parcours qui sont plus ou moins accidentés. Est-ce que ça, vous le ressentez au niveau des patientes et des couples aussi que vous accompagnez, que cette grossesse, elle est extrêmement spéciale? Oui, clairement, je vois bien, en tout cas, ce que j'observe, c'est que c'est une grossesse effectivement spéciale.
Après, ce que j'observe aussi beaucoup, c'est que chaque couple est différent et pas tous les couples vivent cette grossesse d'après de manière terrifiante et anxiogène. Certaines patientes ne semblent en fait avoir aucun stress lors de cette grossesse. Mais attention, cette absence d'anxiété peut en fait masquer une absence totale d'investissement de la grossesse en lien avec un traumatisme de la grossesse d'avant. Et on peut remarquer justement chez ces femmes un investissement de la grossesse après soit la date d'anniversaire de l'événement précédent ou bien à un moment de la grossesse. On ne sait pas pourquoi à ce moment-là. Et puis pour d'autres, et je pense que c'est effectivement la majorité des femmes, la grossesse d'après est clairement anxiogène et terrifiante dès le début de celle-ci. Alors justement, on va reparler de tout ça. Je propose qu'on divise notre rencontre en plusieurs axes. Et l'axe, en fait, auquel je pensais au début, c'était la grossesse d'après, avant d'être enceinte. Parce que forcément, à un moment donné, se pose la question de la grossesse, de l'accompagnement qui va être proposé pour cette grossesse. Il y a aussi de multiples questionnements, des peurs de récidive. Voilà, donc déjà, c'est un sujet en soi avant même d'avoir un test de grossesse positif. Et puis, il y a différents temps. Il y a le temps de la médecine, le temps émotionnel et psychologique. Je vais d'abord vous donner la parole, Myriam, parce que vous avez mis en place, justement pour accompagner au mieux les femmes qui ont eu plusieurs arrêts naturels de grossesse, un hôpital de jour. L'idée étant de trouver éventuellement des pistes pour pouvoir leur proposer un accompagnement adéquat le jour où elles seront éventuellement de nouveau enceintes. Est-ce que vous aimeriez nous expliquer un petit peu rapidement la genèse de ce projet et ce que vous proposez concrètement dans un tel hôpital de jour? Là, je précise pour les arrêts naturels de grossesse, donc les très mal nommés fausses couches du premier trimestre, sachant que vous, à l'hôpital Trousseau, la prise en charge, elle est proposée à partir de 2 arrêts naturels de grossesse, là où pour d'autres hôpitaux, ce sera plutôt à partir de 3. Oui, effectivement, on commence à avoir et à proposer en tout cas un bilan au couple à partir de 2 arrêts naturels de grossesse. C'est un projet que j'ai eu en arrivant à l'hôpital Trousseau, donc à peu près en 2019-2020 déjà, parce qu'effectivement le bilan d'arrêt naturel de grossesse répété est un bilan assez lourd et je remarquais qu'avec les différents examens qu'on prescrivait, il y avait toujours une perte. On ne voyait pas les patientes 2 à 3 mois après la prescription de bilan parce que les couples se perdaient un peu, fallait faire tel examen à tel endroit, tel examen à un autre endroit, et les couples se fatiguaient aussi. Et puis du coup, effectivement, j'ai eu l'idée de ce projet d'hôpital de jour pour vraiment une prise en charge globale des couples, pour réaliser le bilan complet en une seule journée et proposer également un accompagnement psychologique aux patientes si elles le souhaitaient et un peu un accompagnement multidisciplinaire en une journée. Donc effectivement, après 2 grossesses arrêtées, elles peuvent venir en hôpital de jour pour faire un bilan. Le but, en fait, c'est d'essayer d'apporter des réponses, d'essayer d'explorer des pistes, essayer de se dire qu'on va faire en sorte que pour une prochaine grossesse, le chemin soit un petit peu balisé pour accompagner au mieux les personnes lorsqu'elles seront enceintes. Ouais. Effectivement, le but, c'est déjà d'essayer de trouver une cause à ces arrêts naturels de grossesse. Donc un bilan assez complet, à savoir que dans 50% des cas, on retrouve aussi rien. Mais c'est pas parce qu'on retrouve rien qu'on ne les accompagne pas. On les accompagne dans la grossesse d'après en leur proposant un suivi très très précoce. Dès qu'elles ont un test de grossesse positif, je les vois assez rapidement pour faire des échographies répétées ou des consultations répétées pour celles qui le souhaitent. Mais le but, effectivement, premier, c'est déjà de trouver une cause, donc de réaliser un bilan. Alors ça, c'est pour la question des arrêts naturels de grossesse. Je crois que vous me disiez que après, il y a des couples qui se lancent dans des bilans, alors pour des arrêts naturels de grossesse, mais finalement, le temps de la médecine, il peut être assez long, mais pas seulement pour les arrêts naturels de grossesse, ça peut être aussi en cas d'IMG, en cas de mort fœtale in utero. Dans ces cas-là, il y a
des rapports d'autopsie, parfois des investigations génétiques. Enfin, ça peut vraiment s'étirer dans le temps d'avoir d'éventuelles réponses qu'on Ah n'aura ouais. parfois pas. Et on pourra revenir là-dessus, notamment Daniela, puisque vous, dans le cas de votre deuil périnatal, si je me trompe pas, c'était une mort fœtale in utero inexpliquée. Donc voilà, il peut y avoir le temps de la médecine qui peut s'étirer énormément, et puis il y a le temps des couples. Et je crois que vous me disiez que parfois, finalement, les couples se relancent dans un projet de grossesse en parallèle de toutes ces investigations médicales. C'est pas parce que il y a le temps de la médecine que le couple ne peut pas aussi adopter, on va dire, entre guillemets, son propre rythme, sauf s'il y a effectivement des considérations médicales extrêmement précises, mais là, on va rester sur des choses un petit peu plus globales. Ouais, bien sûr. Pour les grossesses arrêtées, vraiment certains couples effectivement maintiennent leur projet de grossesse en parallèle du bilan et d'autres préfèrent attendre le bilan complet afin de corriger une cause retrouvée et d'éviter le risque de récidive. Donc ça reste vraiment, c'est le choix du couple et il n'y a pas de recommandation sur le sujet. En ce qui concerne les interruptions médicales de grossesse ou les morts fœtales in utero, c'est vrai qu'en tant que soignant, il est conseillé au couple d'attendre les analyses de l'examen fœtopathologique et placentaire s'il a été réalisé, ainsi que les analyses génétiques pour essayer avant de programmer une nouvelle grossesse, parce que effectivement l'analyse du placenta, par exemple, peut pas permettre de trouver des causes vasculaires qui nécessitent un traitement à débuter lors de la grossesse d'après, ou parfois certaines anomalies génétiques peuvent nécessiter une consultation génétique pour évaluer un peu le risque de récidive et préparer au mieux la grossesse d'après. Mais encore une fois, c'est vrai que le couple seul peut décider de quand est-ce qu'il souhaite reprogrammer une grossesse. Après, pour les fausses couches tardives qui se définissent par un accouchement extrêmement prématuré, d'un fœtus pas viable entre 14 semaines d'aménorrhée et 22 semaines d'aménorrhée, il faut aussi faire un bilan de la cavité utérine avant de débuter une nouvelle grossesse, c'est mieux parce qu'on peut mettre en évidence des causes intracavitaires, soit des cloisons, des fibromes, qu'on peut traiter par chirurgie avant de débuter une grossesse d'après. Donc, c'est vrai que dans certains cas, le temps dédié aux examens complémentaires va quand même permettre de trouver des réponses à l'événement précédent, qui va être indispensable en fait au meilleur déroulement de la grossesse d'après. Juste une précision pour vérifier que tout le monde a bien compris ce que vous appelez les fausses couches tardives. En fait, c'est vraiment quand finalement le travail se met en place de manière extrêmement prématurée et que l'accouchement a lieu de manière extrêmement prématurée avant le seuil de viabilité. Exactement, c'est ça. Ok. Alors, merci beaucoup, Myriam. Je rebondis sur ce que vous dites, Myriam, pour laisser la parole à Christine, parce que voilà, on voit bien qu'il y a le temps de la médecine, le fait qu'on puisse ou non parfois avoir des réponses et pouvoir anticiper un éventuel accompagnement lorsqu'il y aura une autre grossesse. Mais malgré tout, j'ai envie de dire, quelles que soient les raisons médicales du deuil qui précède, il y a souvent beaucoup de peur. La peur de la récidive, je voyais qu'il y avait une question par rapport à ça, la peur de ne pas se sentir capable de mener à bien une autre grossesse. Parfois, on peut avoir l'impression que voilà, ça va peser trop lourd sur nos épaules et je pense surtout aux personnes qui vont être enceintes. Donc, il y a aussi le temps émotionnel, le temps psychologique et parfois la question, un peu le dilemme, c'est quand se lancer pour certains couples et certaines femmes. Vous nous disiez, quand on en parlait il y a quelques semaines, c'est quand le désir prend le pas sur la peur. Alors, quelque part, ça veut dire que la peur est toujours là, Bien mais sûr. quand le désir prend le pas sur la peur. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, on voit bien que au temps médical qui peut effectivement s'étirer, moi je sais que sur Chambéry, quelquefois, les comptes rendus d'autopsie prennent plusieurs mois, voire des fois une année, hein. Donc voilà, il y a ce temps médical qui rythme et qui ponctue l'après l'après perte du bébé. Euh, Souvent, très vite, très tôt, hein, l'idée de la grossesse suivante est introduite et discutée dans le couple, mais avec effectivement ce tiraillement, cette ambivalence entre la peur et le désir, hein. Alors effectivement, je crois que la grossesse, elle s'actualise quand le désir arrive à prendre le pas sur la peur. Effectivement, la peur est toujours là.
mais elle peut être affrontée. Souvent, dans ce temps un peu préliminaire, préparatoire de la grossesse, ce que le couple va déterminer, c'est avec qui ils vont traverser cette grossesse. Avec quel service, quel médecin en particulier, est-ce qu'ils vont se confier de nouveau à l'équipe précédente qui avait suivi la grossesse, voire qui était là au moment de la naissance du bébé. Il y a tout ce questionnement. Et puis, à un moment, arrivé à s'engager, ce couple, il est quand même atteint dans sa capacité parentale. Il y a cette blessure narcissique hein, qu'il faut quand même arriver à dépasser. Il y a des couples qui expriment aussi la crainte d'engager de nouveau la fratrie quand il y a des enfants, des aînés, voire la famille, qui des fois, de façon très timorée, dit que c'est très bien qu'il n'y ait plus de grossesse. Hein. Donc, il y a toutes ces étapes hein, à élaborer et puis surtout à dépasser. Et je vois une remarque dans le chat, justement, donc on a parlé de la peur, mais finalement, ah, je crois qu'on a perdu Myriam, mais qui va revenir, et il y a pas de souci. Il y a aussi beaucoup d'autres émotions, beaucoup d'autres sentiments qui peuvent être Oui, très très durs à vivre, et de se dire à quel moment je vais être capable de me lancer, sachant qu'il peut y avoir également la culpabilité. Il peut y oui, avoir vis-à-vis aussi beaucoup de colère qui peut être paralysante quand il y a quelque chose qui oui, nous est arrivé, quand ce genre de drame est arrivé. Voilà, c'est vraiment un savant mélange de beaucoup de choses qui peuvent être très violentes, qui peuvent être complètement ambivalentes, complètement antagonistes. Et à un moment donné, ben, finalement, il y a peut-être quelque chose qui se dessine et finalement, c'est que le temps propre à chacun et à chacune qui permet d'y voir un peu plus clair. c'est ça. Je crois qu'on s'est dit, quand toutes ces émotions qui entourent encore finalement, qui sont un petit peu comme la queue de la comète, là, qui suivent encore la grossesse précédente, arrivent quand même à s'élaborer et à se dépasser. Là, c'est comme s'il pouvait y avoir de nouveau un investissement possible dans autre chose, une autre histoire. La culpabilité, bien sûr, surtout vis-à-vis du bébé décédé. Hein, c'est à la fois mettre une suite, hein, c'est écrire une histoire après lui, avec toute cette culpabilité de se distancer hein, de ce bébé, de cet événement. Donc, ça implique un cheminement et puis qu'il faut faire en couple. Hein. Il faut que le couple soit accordé. Chacun ne traverse pas ses émotions au même moment, au même rythme. Donc, il faut aussi réussir cet accordage. Merci Christine. Alors, Daniela, comme ce soir vous êtes la personne qui a vécu cette grossesse d'après, alors bien entendu, il s'agit de votre témoignage à vous. On sait très bien qu'il y a différentes manières de vivre cette grossesse, il y a différents questionnements en fonction des personnes, mais là, il s'agit véritablement de votre témoignage à vous. Ce mélange d'appréhension, peut-être de culpabilité, de désir de redonner la vie, peut-être que c'est même un désir qui s'est imposé à vous très rapidement, même si ça ne veut pas dire qu'on est enceinte un mois après, bien entendu. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi? Oui, oui, tout à fait. Même si, encore une fois, tout à l'heure, vous avez parlé de blackout et tout ça, et je voulais juste dire, effectivement, après un traumatisme comme la perte d'un bébé, c'est vrai il y a des périodes et des étapes qui passent un peu à la trappe dans ma mémoire, mais en tout cas, oui, je pense que très, très tôt, après la perte de Samuel, euh, j'ai su que j'avais envie d'avoir un autre enfant et mon compagnon aussi, et on s'est dit qu'on aurait un autre enfant. Je pense motivé par plein de mouvements qui nous étaient propres par rapport à notre histoire. Aussi, je pense une envie de retrouver la vie après ce vide tellement puissant de la mort de notre petit garçon. Donc, vraiment cette envie de revivre, d'avoir un horizon qui se remplissait à nouveau de lumière pour nous, mais pour notre famille, nos enfants. Et donc ça, il y avait vraiment ce désir-là qui a été très rapide. Voilà, c'est venu très rapidement. Et j'ai trouvé d'ailleurs que les équipes médicales en parlent aussi tout de suite. Je me souviens d'être encore dans la salle d'accouchement de Samuel et que déjà on nous parlait de la grossesse d'après, quoi.
ce qui pour moi était assez choquant, mais c'est vrai que comme quoi, c'est pas que dans la tête des parents, je pense, c'est aussi dans la tête des soignants. Et oui, en tout cas, ce désir était là assez tôt. Moi, dans mon histoire de deuil périnatal, évidemment que j'ai un énorme sac à dos de culpabilité qui se nourrit de plein de petits détails comment dire, plus ou moins réalistes, plus ou moins, bon voilà, ça n'a pas toujours du sens, mais en tout cas, j'en ai plein. Ça, c'est vraiment, je crois, euh, tellement commun dans les histoires de deuil périnatal, mais je crois que c'est aussi commun dans dans les histoires de parentalité tout court. Je crois que c'est un Oui. très bon terreau pour la culpabilité. Donc Oui. là, c'est vraiment c'est exacerbé aussi. Mais donc, oui, oui, je pense voilà, il y a beaucoup de mouvements comme ça qui sont, voilà, qui se retrouvent au même moment. Et en tout cas, oui, ce désir a été présent vite. Et c'était pas évident, effectivement, de savoir quand est-ce que c'était le bon moment pour se lancer. Mhm. Euh, Mhm. et pour moi, en tout cas, voilà, je pense que ce que vous décriviez tout à l'heure voilà, la balance entre la peur et le désir, je pense que moi, ça s'est un peu concrétisé comme ça. Je sais pas si vous, Marie-Laure, vous vous souvenez, mais en fait, j'en ai rêvé. Euh, Ouais. Il est et venu comme ça, ouais, il est venu comme ça. comme une annonciation, Ouais, un peu. j'en ai rêvé. J'ai rêvé que j'accouchais d'un bébé Ouais. vivant et je me suis Ouais. réveillée le matin en me disant, waouh, ça doit être génial, alors que j'avais déjà deux enfants, donc je savais ce que c'était. Et vraiment, Mhm. j'en ai rêvé, c'était très beau. Quand le lendemain, je me suis dit, bon, je dois être quand même un peu prête parce que si j'en rêve, c'est que, voilà. Donc, c'est comme ça que Isaac a fait son premier pas vers nous. Mhm. C'est effectivement quelques séances après que vous m'avez annoncé que vous étiez effectivement enceinte après ce rêve. Mais on parlait tout à l'heure du temps du couple, hein. Mais il y a effectivement, parce que moi, j'ai co-animé plusieurs groupes de parole, et pendant les groupes de parole, c'est sur un an, hein, on suit des couples une fois par mois pendant un an, donc ce qui permet de traverser un peu toutes les étapes du deuil, toutes les dates anniversaires, tous ces moments difficiles. Et effectivement, on voit bien, alors forcément, il y a des grossesses qui arrivent, hein, au fur et à mesure. Enfin, ils n'arrivent pas, mais en tout cas, il y en a un certain nombre. On voit bien que le temps du père n'est pas forcément le temps de la mère non plus, hein. Sûr. Voilà, tout ça aussi, ça peut se dire, parce que ce qui est important, c'est que ça peut se Mhm. partager. Ils peuvent avoir dans un tempo différent, mais le fait de pouvoir en parler, de pouvoir aborder ces sujets-là, c'est extrêmement important aussi, hein. Et pour revenir à Daniela, c'est vrai que d'avoir pu parler de ce désir d'enfant, d'avoir pu parler de toutes les peurs que ça représentait pour vous, hein. Et puis finalement, enfin, pour moi, cet accompagnement, c'est aussi trouver une place pour chacun, pour, à la fois pour l'enfant décédé, hein. Vous trouvez la place enfin, qui vous permet de garder ça en vous, ça fait partie de votre chemin de vie, et puis trouver une place pour ce nouveau bébé qui va arriver aussi, qui est sa place à lui. Eh ben, on va en parler. Ah, Ouais. excuse-moi, Pardon, Daniel. oui, Je oui, vous je dis, laisse la parole quelques instants pour qu'on puisse passer vraiment c'est- au vécu de la grossesse en tant effectivement, que telle, parce que le temps passe très très vite. oui. S'ajouter quelque chose. Oui, je disais qu'effectivement, cette préoccupation pour le bébé décédé, elle persiste bien sûr dans le projet, même malgré le projet de grossesse d'après, hein, bien sûr. Le travail il reste entier. Daniela, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense que c'était juste, oui, oui, ça me parle aussi. En tout cas, moi, le temps que j'avais besoin aussi, j'avais assez vite conscience qu'il y avait quelque chose. Vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose d'un peu confusant entre les deux grossesses Mhm. Mhm. qui s'était terminé par le décès de mon bébé. Et puis, j'avais besoin d'avoir le temps d'être prête à me rendre compte que c'était un autre bébé qui allait arriver et Oui, pas une réparation immédiate avec le même bébé qui revient. mhm. Ouais. C'est ça. Et ça prend du temps quand même, je pense. Oui. Alors, Et variable. puis après, ça peut être un rythme qui est propre à chacun et chacune, effectivement. Alors, pour parler vraiment du vécu de la grossesse, le fait d'être enceinte,
d'avoir vécu un deuil périnatal ou d'être en plein deuil, d'être à la fois maman enceinte et maman endeuillée. Voilà, c'est quelque chose qu'on va aborder maintenant. Daniela, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quand vous avez vu que vous étiez enceinte, quand vous avez découvert un test de grossesse positif, euh, voilà, comment vous êtes sentie? Eh bien, vous m'avez envoyé un petit message pour me dire ça et je ne m'en souviens plus, en fait. Pas du tout. Voilà, ça fait partie de mes blackouts. Ça fait partie des choses dont vous vous souvenez pas, en fait. Pas du tout. Alors, de ce que j'en dirais avec ce que je m'en souviens, donc c'est vraiment très flou, je me souviens pas où j'étais ni rien, donc je m'en souviens pas. Mais je crois que j'étais très contente quand même, que j'étais très très reconnaissante parce que je me suis dit, je suis pas cassée, mon corps marche, voilà, je retombe enceinte, c'était quand même juste vraiment extraordinaire. On se pose la question, je trouve, après avoir tellement souffert, on est tellement meurtri qu'on se pose la question aussi de ce corps, est-ce qu'il va être opérationnel pour accueillir un petit bébé après ça? Donc moi, j'étais vraiment super reconnaissante. J'étais très impressionnée aussi parce que je me suis dit, mais ce bébé, il est trop courageux. Voilà, il choisit d'arriver comme ça alors on est une famille toute cabossée et qu'on a, voilà, je me sentais pas la maman la plus opérationnelle du monde à ce moment-là, donc je me disais, oh là là, c'est, voilà. Et je crois que ça, en tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir assez vite dans la grossesse, parce que je me suis dit, bon, bah, je sais pas, ça a l'air de bien démarrer, quoi. Voilà, je trouvais ça assez positif. Ça n'a pas empêché, voilà, que par moments ce soit très, très, très dur, mais j'avais quand même, voilà, il y avait beaucoup de joie quand même de voir à l'horizon, en tout cas, présenter quelque chose de beau pour nous tous, quoi. Mais je me souviens pas du test de... Voilà. Myriam, je vais passer à vous parce que en fait, quand on est de nouveau enceinte, on traverse peut-être le premier trimestre de la grossesse, pas exactement de la même manière que pour la grossesse précédente, en tout cas en fonction de ce qu'on a vécu. Le premier trimestre, c'est quand même un trimestre très spécial avec des risques d'arrêt naturel de grossesse qui sont quand même assez importants. Et je pense qu'on en prend encore plus conscience quand on a vécu un deuil périnatal auparavant. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a tous les maux de la grossesse. Alors parfois, ils passent complètement inaperçus et puis on ne sent pas encore le bébé bouger. Donc ça peut rester quelque chose d'extrêmement abstrait. Alors justement, voilà, il y a une question qui fait écho un peu aux questionnements qui sont les miens. Est-ce que il y a un protocole pour le premier trimestre de grossesse ou même pour toute la grossesse, pour la grossesse d'après, en dehors de considérations médicales qui seraient vraiment très spécifiques? J'ai l'impression que c'est plus en fonction des patientes, de ce qu'elles ressentent et ce dont elles ont besoin. Ouais, complètement. Il n'y a pas de protocole spécifique concernant la grossesse d'après. Parce qu'encore une fois, toutes les patientes sont différentes et je pense qu'en tant que soignant, on doit s'adapter à ces différences et répondre à chaque demande, que ce soit celle d'un accompagnement plus spécifique ou d'autres couples qui disent, bah non, moi je veux une surveillance lambda. En tout cas, effectivement, pour celles pour lesquelles il y a beaucoup d'angoisse ou autre, on peut, et je pense que c'est ce qu'on peut tous faire en tant que soignant, c'est d'accompagner, soit en faisant des échographies ou rassurer les patientes. Et puis il y a des patientes, au contraire, qui veulent surtout pas d'échographie, qui disent ah mais non, moi ça m'angoisse, le temps de l'échographie est une angoisse, donc non, je veux juste un petit coup de téléphone pour que vous répondiez à mes questions. Donc c'est vrai que tous les couples sont très très différents. Mais en tout cas, non, il n'y a pas de protocole spécifique. Je pense que de toute façon, euh, parfois, même malgré des protocoles spécifiques comme on a mis en place à l'hôpital Trousseau, qui est un accompagnement régulier pendant tout ce premier trimestre de grossesse, parfois c'est vrai que l'angoisse est tellement telle que ça suffit pas et que bah euh, on s'aide d'autres soignants, de psychologues, bah, notre psychologue qui est dédié à l'hôpital de jour ou d'autres psychologues en ville ou bien d'autres thérapeutes avec vraiment des médecines complémentaires, de l'hypnose, de l'ostéo, de l'acupuncture qui peuvent faire du bien aux patientes. Donc en fait, finalement, en dehors de considérations médicales très spécifiques, je pense notamment quand il y a des risques de récidive où on peut avoir vraiment des échos très régulières pour tout vérifier, finalement, c'est un petit peu la patiente qui donne le là et l'équipe médicale, en tout cas ses interlocuteurs au niveau de l'hôpital, C'est ça.
ou en libéral qui vont s'adapter en proposant par exemple des échographies régulières, sachant que les échographies permettent juste à un instant T d'être un peu rassurées, mais elles ne peuvent Elles ne pas peuvent tout pas en fait. prédire ce qui va se passer, effectivement. Et puis c'est vrai que c'est important aussi de noter que dans un couple, il y a deux personnes et parfois même les deux membres du couple n'ont pas le même vécu et les mêmes demandes sur cette grossesse d'après. Un membre du couple peut être très angoissé, l'autre non. Et parfois, bah, en fait, la prise en charge, elle peut être aussi distincte en fonction des deux membres du couple. Et on doit aussi s'adapter à ça. Merci. Alors, ça fait un petit peu écho ce que vous disiez par rapport, voilà, voir euh, un ou une gynécologue ou sage-femme pour des échographies régulières, le psychologue ou la psychologue, vous parliez d'acupuncture, etc., etc. Daniela, vous m'avez dit que vous, pour cette grossesse, vous aviez besoin d'avoir une team autour de vous, donc justement une approche très pluridisciplinaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, voilà, un petit peu en quelques mots, bah déjà, quel professionnel vous aviez autour de vous? Je pense professionnel, mais je pense aussi bénévole, puisqu'il y avait Marie-Laure qui était avec vous. Alors, pour un accompagnement que vous aviez commencé avant cette grossesse, mais malgré tout, l'accompagnement, il s'est poursuivi. Voilà, à quel type de professionnel, de discipline avez-vous fait appel pour justement peut-être vous sentir soutenu, contenu lors de cette grossesse qui était très particulière? Bah, justement, je pense que c'est vraiment le mot être contenu. Je pense que si enceinte, en général, on a besoin d'être choyé, entouré, écouté et considéré. Je trouve que dans la grossesse d'après, ça prend encore plus son importance. Il est parfois aussi difficile, je trouve, de parler avec nos proches, l'entourage vraiment proche, les parents, le compagnon. Je trouve que les amis très proches, ils sont eux-mêmes tellement inquiets pour nous que c'est pas toujours les meilleurs comment dire interlocuteurs dans cette période-là parce que voilà ils ont tendance un peu à vouloir nous rassurer très vite mais si ça va aller il faut que tu sois positif tout ça donc pas toujours facile de d'avoir cette écoute-là et donc moi j'ai vraiment eu le besoin d'être suivie de façon assez multiple donc effectivement j'avais l'accompagnement avec Marie-Laure euh, avec l'accompagnement Agapa. J'avais ma psychologue qui me suivait également de près. J'avais mon groupe de parole à Boulevard Brune avec Le euh, groupe de parole des mamans endeuillées. bien sûr. Et ça m'a un peu sauvé la vie quand même. Et avec toutes mes amies, je sais qu'il y en a plein ce soir qui écoutent. Et voilà, qui a vraiment, avec lesquelles on a cheminé ensemble et on a vraiment été les unes avec les autres pour se soutenir. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et, et ensuite, j'avais une doula, j'avais une ostéo, j'avais une acupunctrice qui est sage-femme également. Oui, J'ai vous fait, aviez vraiment toute une équipe, ouais, quoi. j'ai fait de l'hypnose prénatale. Bon, voilà, je sais pas. Je pense que j'ai fait beaucoup plus de choses comme ça. Et en plus, avec mes copines du groupe de parole, on se redonnait toutes les adresses, les trucs. Donc, oui, oui, on était très entourés. Mais c'était vraiment essentiel. Je pense que c'était moi davantage que les échos et les monitos qui, pour moi, étaient plutôt source d'angoisse. Mm. Ça me faisait pas beaucoup de bien et j'étais pas très à l'aise avec ça. Je ressentais pas mal l'anxiété du corps médical aussi. Donc, voilà, c'était un peu difficile pour moi. Moi, j'avais plus besoin d'être contenue et entourée. Et à la fois avec des temps autour de cette grossesse présente et aussi des temps où je pouvais continuer à parler de Samuel et continuer à élaborer mon deuil par rapport à mon petit bébé que j'avais perdu. Donc, Alors, je vais vous redonner la parole, Daniela et Marie-Laure, juste après, et aussi à Christine. Mais il y a une question qui me vient, qui est justement, voilà, également soulevée par une personne ce soir. D'après ce que vous dites, Daniela, et le fait que vous donniez des bonnes adresses, entre guillemets, avec d'autres mamans qui avaient elles-mêmes vécu un deuil périnatal, c'est l'importance, en fait, ça souligne vraiment l'importance de la confiance qu'on peut avoir envers des professionnels. Et voilà, il y a une personne
là dans les questions qui justement a vécu un deuil périnatal à cause d'une erreur médicale. Donc se pose la question de la confiance, comment faire confiance au corps médical pour une grossesse d'après. Et là, du coup, j'ai envie de vous poser la question, Myriam, parce que vous êtes médecin. J'imagine que vous avez parfois des personnes qui viennent à l'hôpital qui disent, voilà, j'ai vécu telle chose dans tel autre hôpital, là, j'ai vraiment besoin d'avoir d'autres professionnels pour me prendre en charge. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez dire vraiment à une personne qui est dans cette situation? C'est essayer de trouver quelqu'un vraiment qui elle a pleinement confiance pour qu'elle puisse vraiment être prise en charge de manière globale pour une prochaine grossesse? Ouais, ouais, clairement, je pense que la confiance entre le couple et le soignant est indispensable pour cette grossesse d'après. Donc effectivement, en général, elle rompt avec l'équipe médicale, voilà, où ça s'est mal passé. Mais du coup, à l'inverse aussi, le couple envoie aussi beaucoup de confiance à cette nouvelle équipe. Donc en fait, je trouve que le lien de confiance se fait assez bien pour la grossesse d'après, mais effectivement indispensable, je pense. Je pense qu'il y a vraiment cette part d'humain qu'on a aussi de moins en moins et qui est nécessaire et primordiale dans le vécu de cette grossesse. Mais et ce lien de confiance, il faut qu'elles aient confiance. Et même si effectivement elles se réinscrivent dans une autre maternité et que le premier soignant qu'elles voient, elles n'ont pas confiance, bah c'est pas grave, faut pas hésiter à le dire, à l'exprimer. Il y a des grandes équipes, d'autres soignants et on confie à voilà un autre soignant et on teste ces liens de confiance. Mais c'est vrai qu'en général, je trouve que il n'y a pas de difficulté forcément particulière à redonner confiance à une autre équipe. Et si ça se passe pas bien, effectivement, avec un soignant de telle équipe, enfin, si ce lien de confiance n'est pas présent, ça se passera avec un autre membre de l'équipe. Et il faut pas hésiter à communiquer dessus. Oui, Pardon, donc si je la peux- confiance. Oui, pardon, Christine. je voulais juste peut-être ajouter, je pense que cette confiance, elle va aussi beaucoup dépendre de comment l'équipe qui a été à la source de l'erreur médicale a géré cet événement. Est-ce qu'il y a eu, je pense, Myriam, que on voit, enfin moi, en travaillant sur l'hôpital, une maternité, euh, les équipes sont amenées à revoir des parents, des fois à distance, à reproposer des entrevues et à reparler de ce qui s'est passé. Donc, je pense que là, dans la confiance dans le soignant, elle peut aussi vraiment pouvoir s'appuyer sur comment l'équipe médicale, à l'origine de cette erreur, comment ils ont géré, déjà eux au niveau de l'équipe, en interne, et puis avec ses parents. Complètement. Ouais, ouais. Mais, du coup, je vais vous laisser la parole, Christine, et on reviendra à Daniela et Marie-Laure juste après. C'est que justement, la question de la confiance, ça peut être la confiance envers l'équipe médicale. Ça peut aussi être le fait qu'on puisse reprendre confiance à un instant T parce qu'on a eu une échographie qui s'est bien passée. Et du coup, ça permet un peu de reprendre son souffle au milieu de cette grossesse qui peut être très chaotique. Mais malgré tout, le médical ne peut pas tout. Et justement, je sais que vous aviez envie d'intervenir sur cette question. Et d'ailleurs, Myriam, vous orientez des patientes quand il y a trop d'angoisse vers des psychologues parce que justement, une échographie tous les 15 jours ou même toutes les semaines, ça peut pas calmer toutes les angoisses. Clairement pas. Oui, clairement pas. Pour moi, ouais, c'est indispensable, effectivement, l'accompagnement psychologique. Et après, oui, on oriente vers d'autres thérapeutes si ça suit pas. Ouais. Et pourquoi c'est Et, important, Christine, justement, que qu'on puisse avoir un accompagnement si on en ressent le besoin, qui ne soit pas qu'un accompagnement médical? Parce qu'on voit très bien que pour certains couples, quand, par exemple, ou certaines patients, quand le suivi s'organise avec, par exemple, une échographie tous les 15 jours, elles vont finir par dire oui, mais finalement, une échographie par semaine, ce serait mieux. Je me sentirais plus rassurée. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une espèce d'inflation et de demande, mais c'est une demande sans fin puisqu'il n'y a pas de réassurance. Je pense que ce qui est important, alors moi je trouve le dispositif de Myriam chez Luffy très intéressant. J'ai l'impression qu'il est en plus assez inédit finalement dans ce qui est proposé. Mais effectivement, cette angoisse, encore faut-il qu'il y ait un lieu pour l'élaborer, pour qu'elle puisse être parlée, qu'elle puisse être reconnue, que le couple puisse dire oui, malgré ce suivi, on voit bien qu'il est quand même beaucoup plus rapproché, beaucoup plus serré, la disponibilité. Les couples me disent oui, mais on voit bien que nous, quand on arrive aux urgences,
vraiment, les soignants ont vraiment à cœur de nous recevoir rapidement pour rapidement nous rassurer, parce il y a des moments, c'est même plus de l'angoisse, c'est de la panique. Et je crois qu'il faut quand même qu'il y ait un espace qui permette de dire, d'élaborer cette angoisse et cette inquiétude, qu'elle puisse se mettre en mots plutôt que de rester dans le corps, comme un sentiment diffus qui habite la future maman et qui reste, avec laquelle elle reste en prise finalement. Et puis, je ne sais pas si on peut aussi en parler, c'est le moment aussi d'évoquer la capacité de rêverie qu'il faut aussi J'allais vous pouvoir. relancer là-dessus, justement. Voilà, voilà. Je savais que c'était un petit peu mon chapitre quand même. Voilà, je dis toujours aussi aux équipes, enfin, aux médecins avec qui je travaille, qui ont cette préoccupation du bien-être et de la santé aussi psychique de la patiente, que le travail des parents, c'est aussi de pouvoir rêver ce bébé, de pouvoir l'imaginer. Et ça, c'est quelque chose, c'est une fonction qui est importante pendant la grossesse. Alors, on sait que pour rêver, imaginer, ben, il faut être sécurisé. Hein, on ne rêve pas quand on est inquiet. Donc, la sécurité, elle est aussi importante pour ça. Et ce bébé, il se construit aussi comme ça, à travers une rêverie de la femme seule, du couple, des fois de la famille. Et c'est une fonction qui est absolument essentielle pendant la grossesse. Alors, je trouve que Daniela illustrait aussi très bien quelque chose, c'est que on voit bien comme il y a besoin de tiers. Autant peut-être pour une grossesse, quand il n'y a pas d'antécédent, cette capacité de rêverie, cette possibilité de contenir ses inquiétudes, ses angoisses, elle se fait et elle s'organise de façon naturelle et spontanée. Peut-être que dans cette grossesse-là, qui est quand même particulière, il faut faire appel à des tiers. Et il faut trouver les tiers qui vont aider. Moi, je vois bien sûr régulièrement les patientes, les couples en entretien, mais je leur propose aussi de rencontrer, alors souvent c'est des sages-femmes, alors malheureusement les sages-femmes hospitalières, elles sont préoccupées et prises, leur temps est pris par le suivi médical, les échographies, mais les sages-femmes libérales, qui sont par exemple formées à l'aptonomie, à la sophrologie, que chaque patiente, chaque couple trouve le contenant, l'étayage qui va lui permettre non pas de supprimer cette angoisse et cette peur, mais en tout cas de la porter euh, jusqu'à la naissance du bébé. Merci Christine. Alors justement, en parlant de contenant, Daniela, vous aviez un contenant toutes les semaines. C'était ce moment que vous aviez réservé pour parler avec Marie-Laure dans le cadre de l'accompagnement individuel que vous faisiez. Et j'avais envie qu'on s'y arrête quelques instants. Je vois le temps qui tourne, mais on va avoir le temps d'en parler. Parce que voilà, certes, à un moment donné, vous êtes tombée enceinte, enfin, vous avez été enceinte assez rapidement après le début de l'accompagnement. Si je me trompe pas, c'était quelques semaines après. Mais c'est pas parce que vous étiez enceinte que vous aviez besoin de ne parler que de cette grossesse. Bien au contraire, vous aviez besoin d'un moment de respiration dans la semaine pour consacrer du temps à votre deuil, pour consacrer du temps à Samuel. Et ça, c'était particulièrement important pour vous de savoir que toutes les semaines, avec Marie-Laure, vous alliez avoir ce moment-là. Alors, un accompagnement durant lequel, petit à petit, vous avez aussi parlé de cette grossesse, bien entendu, mais un accompagnement aussi pour votre deuil parce que vous n'étiez pas qu'une femme enceinte, vous étiez aussi en train d'apprendre à être une maman endeuillée. Oui, c'était vraiment comme des moments de respiration, tous ces moments que j'avais dans ma semaine. Donc avant d'être enceinte d'Isaac, c'était hyper important parce que ma vie était vraiment polarisée par ce moment de vie que je traversais. Et donc vraiment ces moments des séances d'accompagnement avec Marie-Laure étaient vraiment des moments que j'attendais avec impatience dans la semaine et qui continuaient à m'habiter aussi, puisque je devais y repenser. Donc ça, c'était très précieux. Les temps aussi avec le groupe de parole, voilà, tous ces temps qui lui étaient consacrés à lui, à Samuel, de façon spécifique, parce que
le reste du temps, bah, voilà, j'avais ma vie. Et puis peut-être aussi votre entourage qui était plus focalisé sur cette nouvelle grossesse que sur... Ah oui. Ah oui, oui. C'est sûr que la grossesse d'après, elle vient nous faire du bien. En tout cas, moi, elle est venue me faire du bien parce que voilà, mon horizon s'était à nouveau éclairé d'une belle perspective. Mais c'est vrai que j'ai vu dans les yeux des gens l'accueil de la grossesse d'après. Moi, j'ai trouvé ça très dur de l'annoncer. Je le dis juste parce que j'ai vu que quelqu'un avait posé la question. Je trouve que annoncer la grossesse d'après, c'est pas évident. C'est pas simple. L'annoncer au travail non plus, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'à la fois, on est content de l'annoncer parce que c'est une bonne nouvelle et qu'on vient d'annoncer une très mauvaise nouvelle à tout le monde. Donc, on est aussi content d'annoncer une bonne nouvelle. C'est quand même plus sympa. Mais par contre, c'est vrai que quelque part, ça règle un peu le problème pour beaucoup de gens, quoi. C'est bon, bah ça va, elle est enceinte à nouveau, donc ça y est, le deuil, c'est réglé. Samuel, c'est bon, elle en a eu un autre. Ça fait partie des trucs les plus douloureux qu'on m'avait dit après la perte de Samuel, et on m'avait dit, bah c'est bon, tu pourras en avoir d'autres. Et ça, ouais, ça, c'est vraiment bon. Donc, oui, oui, je trouve que c'est vraiment quelque chose de précieux, en tout cas, d'avoir des temps consacrés pour continuer à élaborer, à travailler la part de son bébé. Ça prend beaucoup de temps, je trouve, pour devenir la maman de quelqu'un qui est pas là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Bon, Oui. je l'ai souvent dit, moi, je savais faire des câlins, changer un bébé, lui faire des bisous, me réveiller la nuit, donner le sein, mais être maman d'un bébé qui est pas là, c'est une équation impossible, quoi. Donc, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de créativité, beaucoup d'amour, beaucoup de poésie, beaucoup de douceur, je trouve, pour réussir à cheminer, à tisser vraiment dans l'invisible comme ça son lien avec son bébé. Et voilà, c'est vrai que c'est pas simple de mener de pair aussi le fait de tisser déjà avec le bébé qui arrivait aussi après. Voilà, mais c'était beau. C'était beau aussi. Marie-Laure, du coup, vous avez été témoin de tout ça. Mhm. Est-ce que vous voulez Effectivement, je réagir? pense que voilà, ce travail qu'on a fait avec Daniela, c'était vraiment, moi je l'ai vécu comme un espace de parole pour parler de Samuel pendant un certain nombre de séances, pendant très longtemps, et d'ailleurs, je dirais toute la durée du parcours. Mais à partir du moment où vous m'avez annoncé cette grossesse, au début, vous en avez assez peu parlé, parce qu'effectivement, c'était pas facile, enfin, vous n'étiez pas focalisé sur ce bébé qui allait arriver, mais voilà, vous avez pu faire ce travail de continuer à parler de Samuel, et petit à petit, notamment, je me souviens bien au moment où vous m'avez dit, vous avez senti Isaac bouger vous m'avez dit aussi que ça avait changé quelque chose, de sentir ses perceptions corporelles aussi, voilà, de donner une réalité à ce bébé, et ça permettait donc de parler de ce bébé tout en parlant aussi de votre deuil, tout en vous pouviez pleurer, enfin voilà, oui, des allers-retours, voilà, les émotions, elles revenaient comme ça de façon. Il y a vraiment un espace de parole, une possibilité, une souplesse, même si nous on suivait, puisque le parcours suit un certain cheminement, voilà, il y a un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, il y a toute la place aussi pour écouter ce qui vient, là où vous en êtes, et pour vous laisser cheminer à votre rythme. Voilà, je dirais que c'est ça surtout, c'est un lieu où vous pouvez parler de ce dont vous ne pouvez pas parler, comme vous le dites bien, à l'entourage, et pouvoir vous permettre d'exprimer la culpabilité, enfin tous ces sentiments un peu durs, enfin, qui traversent, voilà, qui traversent et le deuil et l'arrivée de ce nouveau bébé. Enfin, c'est toujours un peu on est entre deux, quoi. Hein, vous êtes dans un entre deux jusqu'au moment où, voilà, les choses prennent le pas. Vers ce Et bébé. moi, je trouve que vraiment, une des particularités de ce que j'ai vécu en perdant Samuel, c'est qu'on a vraiment l'impression de traverser un mur de réalité où on est dans un monde parallèle d'un coup, où on vit des choses et on voit des choses complètement différemment du reste du monde. Et c'est vrai que euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment hyper précieux de pouvoir être en lien avec des gens qui comprennent un peu ça. Parce que c'est vrai que euh, euh, comment dire, c'est vraiment une réalité qui est tellement insoutenable pour nous-mêmes, mais même pour les gens qui nous écoutent, que c'est vrai qu'avoir des professionnels autour de nous qui entendent que ce qu'on a vécu est vraiment très, très particulier, que c'est extrêmement douloureux, que ça nous a mis vraiment dans une réalité vraiment d'une grande violence. Je trouve que c'est vraiment indispensable. Tout à l'heure, vous parliez, Myriam,
par rapport au suivi des couples dans les grossesses d'après. Dans les hôpitaux, il y a des petites violences, je trouve, qui sont vraiment terribles en fait en fonction du vécu de chacun. Mais moi, par exemple, comme je n'ai pas entendu le cœur de mon bébé puisqu'il ne vivait plus, les monitos, mais c'est un cauchemar pour moi. Les échos où on entend un cœur, c'est très très dur pour moi. Et c'est vrai qu'en fin de grossesse, devoir aller faire des monitos avec trois autres femmes et entendre trois autres cœurs de bébé, alors, Ouais. et c'est très dur de le dire à l'équipe soignante, de leur dire non mais juste vous pouvez pas me mettre toute seule dans une pièce toute seule, pas avec toutes les autres femmes enceintes. On est dans une réalité autre. C'est quelque chose de différent. Faire les prises de sang, parfois c'est anxiogène. Voilà, ça peut être difficile, quoi. Et Donc, puis ce que vous dites, Daniela, qui est particulièrement important, c'est la preuve en fait que il y a pas de, il peut pas y avoir de protocole figé, qu'il s'agisse du deuil périnatal ou de la grossesse d'après, puisque ce qui pourrait rassurer certaines pourrait réactiver au contraire chez d'autres des émotions très violentes et des traumatismes, voilà, qui sont extrêmement, enfin, auxquels il est dur de faire face. Donc effectivement, c'est bien la preuve que il- voilà, il peut rien avoir de figé dans ce vécu. On va, voilà, je pense que si on garde une bonne dizaine de minutes devant nous, on sera dans les clous. Donc je suis désolée, il y a tellement de choses à aborder. Je vois qu'il y a des questions sur comment gérer la grossesse d'après au travail, l'annonce de la grossesse, etc., etc. Juste, c'est pas pour faire de la pub pour Revoir Podcast, mais il y aura toute une série d'épisodes sur ces questions-là début 2024. Donc, si vous avez des questions, posez-les parce que moi, ça me permet justement de voir quelles sont vos préoccupations pour pouvoir les aborder dans des épisodes. Euh, pour rebondir sur la question de la capacité de rêverie, sur les liens qui peuvent se tisser entre ce bébé qui va arriver, le précédent, enfin voilà, je sais que pour vous, Daniela, il y a eu vos enfants aînés qui ont pu vous aider justement parce que finalement, vous allez nous rappeler l'âge qu'ils avaient à ce moment-là, la manière dont vous avez parlé de cette grossesse. On pourra peut-être revenir, Christine, sur la question des enfants aînés, comment leur en parler justement. Mais d'après ce que j'avais compris, Daniela, c'est que vos enfants étaient un petit peu sans filtre. Donc, ils vous parlaient de tout ce dont ils avaient envie de parler. Il y avait zéro tabou, contrairement à certaines personnes de votre entourage. Mais ça, je pense que ça, c'est pour toutes les personnes lors d'une grossesse d'après. Dans l'entourage, il y a des filtres qui sont mis, il y a des barrières qui sont mises. Justement, vos enfants, ils vous ont aidé, justement, dans cette grossesse d'après, à cultiver ce lien bah, entre tous les éléments, en fait, de cette fratrie, quelque part. oui, absolument. Moi, j'ai trouvé que les enfants, en général, ont été vraiment des petits éclaireurs pour voir les choses un peu autrement pour moi. Alors, mes enfants, mais même les enfants des autres, mes amis, et ouais, je trouve que parfois, les enfants, ils nous donnent un regard sur la mort et sur l'absence qui est vraiment assez poétique, parfois très dur, très cru, mais avec vachement de vérité. Et moi, je me souviens que vraiment, c'est mon fils aîné, Joseph, donc qui j'ai vraiment vu que mes deux enfants aînés commençaient assez rapidement quand j'ai commencé à avoir un peu de ventre pendant la grossesse d'Isaac. Ils commençaient à venir lui parler, à jouer avec lui, à se coller, à lui dire des trucs. Ouais, on va jouer avec toi quand tu vas sortir. Donc des trucs d'enfants, quoi. Et Avec une projection vraiment à laquelle vous n'étiez peut-être pas encore, en fait. moi, j'étais même, quand ils faisaient ça, ça me faisait hyper peur, quoi. J'avais vraiment du mal. Et en fait, voilà, je me disais, mais oh, ils sont fous de dire ça. Voilà, il y avait un peu une espèce de superstition en moi qui s'est levée comme ça, vraiment. Et ça m'a vraiment marqué. Il y a un moment où je me suis dit, mais attends, eux, c'est leur frère et ils sont déjà en train d'y croire, de s'attacher à lui, voilà, ça y est, ils l'aiment déjà. Je me suis dit, moi, je suis sa mère. Je suis censée quand même. Voilà, c'est ça qui m'a aidé à vraiment plonger dans le fait d'aimer Isaac profondément. Et je me suis aussi dit un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que moi, avec Samuel, sa grossesse, c'est tout le temps que j'ai eu avec lui. Donc, mon histoire avec lui, voilà, c'est les semaines de grossesse que j'ai eues jusqu'à vraiment, voilà. Et puis maintenant, tout ce que je tisse avec lui alors qu'il n'est plus là. Mais je me dis que voilà, si j'avais eu à le revivre, je pense que je l'aurais peut-être encore plus savouré cette grossesse parce que c'est tout ce que j'ai eu. Donc, ça m'a aidé aussi à me dire que si jamais il devait se passer quelque chose, bah, j'avais pas envie de le vivre pleinement, quoi.
vous l'avez bien exprimé en disant effectivement que c'était une grossesse en fin de parcours. Là, vous disiez c'est une grossesse vraiment très riche, quoi. Beaucoup plus riche que les autres d'une certaine manière, parce qu'elle était empreinte de tout ça, Mm. de ce partage avec la famille, avec les frères et sœurs, avec voilà, tout ce que vous avez cheminé aussi de votre côté. Christine, je vais vous donner la parole. Est-ce que vous auriez quelques petits conseils sur... Alors, il y aurait énormément de choses à dire et on ne pourra pas les dire ce soir sur comment parler euh, de tout ce qui s'est passé à l'enfant qui va naître suite à cette grossesse d'après. Mais Mm. là, pour rebondir sur ce que disait Daniela, quand on vit cette grossesse à un instant T, effectivement, on peut être confronté aux enfants aînés. Parfois des Oui. enfants qui vont être dans une projection dans laquelle on Mm. n'était pas encore, ou d'autres enfants dont il va falloir Oui. aussi gérer les angoisses. Est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner ce soir sur la manière dont on peut aborder cette grossesse avec les aînés? Alors j'imagine que ça dépend de leur âge également, mais Oui. voilà. Ben, c'est vrai que les enfants, ils ont cette capacité assez unique à pouvoir être dans le présent et uniquement dans le présent et sans finalement être trop encombrés du passé. Par contre, effectivement, alors peut-être surtout pour les plus grands, ceux qui ont quand même pu un petit peu, à minima, qui ont eu un minimum de compréhension sur ce qui s'est passé sur le bébé décédé, il peut y avoir des angoisses, effectivement, qui peuvent être abordées, parce que finalement, les angoisses que quelquefois les enfants expriment de façon très spontanée, ben, est-ce que celui-là, il va mourir Parce qu'on peut finalement, être dérouté aussi quand on annonce la ah grossesse à ben un oui, oui. enfant et qu'il nous répond, mais Et des celui-là, fois, c'est il va vivre. et des fois, c'est la première parole d'ailleurs qu'il donne, hein. Avant de dire est-ce que ce sera une fille, un garçon, il vient quand, c'est d'abord est-ce que celui-là il Mhm. va être vivant, ou est-ce qu'il va être mort. Donc c'est vrai que je pense que ce qui est difficile, c'est que ça vient remettre aux parents leur propre angoisse. L'angoisse, je pense qu'elle peut être partagée, de dire que finalement, oui, on est inquiet, mais que ce bébé, on lui fait confiance, et puis parler de tout ce qui est fait, le suivi, etc. Moi, j'ai même une maman qui a autoritairement dit à son petit, non, celui-là, il va pas mourir. Elle a vraiment voulu couper quelque chose. Alors, elle voulait pas dire, ça peut paraître un peu étrange, hein, cette parole, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas mortel, hein. C'est parce qu'elle le remettait en question, mais que ce bébé-là, il allait bien et qu'il n'allait pas mourir. Donc C'est c'est vrai que ça peut paraître un peu extrême, mais voilà, et ça a été bien reçu par les enfants. Et puis toujours se rappeler que la fratrie, les enfants aînés, ils n'ont pas perdu la même personne que les parents. Les parents, ils ont perdu un enfant. Eux, ils ont perdu un frère, une sœur qui n'était pas encore rentré complètement dans la famille, avec qui ils n'ont pas eu un lien de proximité, avec qui ils n'ont pas joué. Donc, la perte n'est pas la même. Donc, la souffrance n'a pas été la même. Ce qui a traversé les aînés et les fratries, c'est le chaos des parents. Et pas toujours la perte du bébé. C'est le chaos des parents. Ils ont été confrontés à ce chaos. Alors, pour faire toujours le lien avec ce que disait Daniela, et après on en arrivera à la conclusion, mais il me semblait extrêmement important, si ce n'est essentiel, d'en parler ce soir. Quand on vit une grossesse d'après, Daniela, vous évoquiez le lien avec ce bébé à venir et vos aînés qui vous ont permis aussi de construire ce lien avec ce bébé à venir. Il y a quand même une question qui revient souvent, qui peut être liée à l'angoisse de voir cette grossesse s'arrêter, à l'angoisse de perdre de nouveau un bébé. Il y a quelque chose qui revient souvent dans les témoignages, c'est j'ai peur de ne pas réussir à créer de lien. J'ai peur de ne pas réussir à m'attacher à cette grossesse, de ne pas réussir à m'attacher à ce bébé. Euh, voilà, au moment de la grossesse, on est tellement dans une société où on nous dit de manière systématique, ne stresse pas, c'est pas bon pour le bébé. On sait que la grossesse d'après, c'est quand même mission impossible de ne pas ressentir le moindre stress, la moindre angoisse. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Christine, pour rassurer alors, je pense notamment aux femmes qui portent les bébés, mais ça peut être aussi au sein des couples, par rapport à tous ces discours-là de peur de ne pas établir de lien in utero. Qu'est-ce qui pourrait rassurer ces couples et ces femmes?
Alors, moi, quand on entretient vraiment, j'ai une future maman, un couple qui exprime cette difficulté, vraiment cette retenue. Vraiment, je trouve qu'il faut l'accueillir, cette parole, parce qu'elle dit déjà quelque chose du lien et de l'investissement à l'enfant. Alors, elle le dit dans un contre, dans un négatif, dans quelque chose qui ne peut pas encore se réaliser, mais elle vient quand même dire une préoccupation envers ce bébé. C'est comme si le couple disait on aimerait tellement être quelqu'un d'autre et pouvoir faire autrement, mais on ne peut faire que ce qui est possible aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a vraiment, c'est pour ça qu'il y a vraiment, je trouve, un intérêt à soutenir et à avoir un espace de parole, que ces choses, que ces sentiments traversés puissent se mettre en parole et qu'il y ait un espace pour les accueillir, les porter et rassurer. Le lien avec le futur bébé, ce n'est pas le lien avec le bébé réel. La grossesse, c'est une construction. Le bébé réel, c'est un autre bébé, c'est un autre moment, c'est un autre homme, une autre femme. On est dans une autre scène. La grossesse, elle est particulière. Mais je pense que c'est vraiment important de recueillir cette parole et de rassurer. Moi, j'ai la chance, ces couples, de les revoir. Alors, peut-être pas immédiatement dans les 48 heures de la naissance, parce qu'il faut les laisser être émerveillés, soulagés et attendris par ce bébé, mais plusieurs semaines après. Et quand je les vois avec leur bébé, on se rappelle souvent ces inquiétudes, ces angoisses, ces difficultés qu'ils avaient à se lier à ce bébé, à se projeter avec lui, à préparer son arrivée. Et on fait souvent que constater qu'il n'en est rien là aujourd'hui dans la réalité. Donc finalement, ce qui se joue pendant la grossesse, voilà, si on met des barrières, qu'on essaie de se protéger, qu'on ne peut pas faire autrement parce que c'est comme ça ne veut Oui, pas dire qu'il n'y aura pas de absolument. lien après. Absolument. Et il faut Voilà, surtout rassurer par rapport à ça. rassurer les mères, les futures mamans, et finalement être triste de ça, c'est déjà un lien au bébé. C'est Mm. déjà avoir une préoccupation et c'est déjà lui reconnaître une existence. On est mère, mais d'ailleurs qu'on soit mère d'un bébé vivant ou décédé, on est mère avec nos limites, avec ce qui est possible et avec ce qui nous est impossible. Des limites qui nous font souffrir, qu'on va essayer de repousser. On va trouver de l'aide pour que ces limites, elles se, elles puissent s'élargir. Mais on est mère avec des limites. Et là, effectivement, la grossesse, elle fait vivre cette expérience de limite. Ce qui n'est pas toujours le cas. Normalement, c'est l'arrivée de l'enfant réel, c'est la réalité qui confronte aux limites. Mais là, c'est vrai que ça se fait très tôt. Je vous remercie alors. Pour conclure, déjà, un grand merci à toutes les quatre. Ce que je trouvais particulièrement intéressant en guise de conclusion, c'est que vous puissiez nous donner chacune, voilà, un petit conseil, un mot, quelque chose qui vous semble important, que vous aimeriez communiquer aux personnes qui regardent ce webinaire, soit qu'elles soient enceintes, soit qu'elles se projettent dans une grossesse d'après, qu'il s'agisse de parents endeuillés ou même de professionnels. Voilà, si vous aviez envie de partager quelque chose, euh, voilà, formulé à partir du point de vue qui est le vôtre, euh, qu'est-ce que ce serait? Et avant de vous donner la parole, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu aborder ce soir. Et je pense notamment aux personnes pour qui il n'y aura pas de grossesse d'après, qui vont devoir faire le deuil de la parentalité d'après. Ça, c'est effectivement un sujet en soi. Mais bien évidemment que voilà, la grossesse d'après, parfois, elle n'advient pas. Donc, aux personnes qui nous regardent, qui seraient vraiment dans ce type de parcours, je vous envoie tout mon soutien et bien sûr qu'on en parlera à d'autres occasions. Je pense aussi aux personnes qui sont en PMA, qui se retrouvent à devoir Oui. parfois se replonger dans un projet de grossesse bien plus rapidement que ce qu'elles voudraient ou que ce qu'elles auraient voulu si elles avaient pu avoir le temps. Mais la PMA, on sait que c'est aussi un timing qui est très spécifique et que parfois on n'a même pas le temps de la réflexion, qu'il faut vite se relancer
en fonction voilà du parcours, parfois en fonction de l'âge qu'on peut avoir au moment où on vit un deuil périnatal. Donc bien sûr, ça ce sont encore plein de thématiques qu'il faudrait aborder et pour lesquelles il faudrait un webinaire entier. Donc voilà, c'était important pour moi en tout cas de conclure ce webinaire de cette manière et je vais vous laisser la parole à chacune. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez formuler ce soir pour les personnes qui nous regardent, qu'il s'agisse de personnes endeuillées, de personnes qui se projettent dans une grossesse, qui sont enceintes ou de professionnels qui aimeraient accompagner des personnes qui vivent un deuil périnatal? Je ne sais pas s'il y en a une parmi vous J'aurais qui a envie de envie de dire qu'on commencer. on n'est jamais totalement prêt, hein, pour cette grossesse d'après, que ça demande du temps, ça demande surtout de la parole, ça demande de ce que disait Christine tout à l'heure. Il faut pouvoir parler, pouvoir dire ce qu'on ressent, pouvoir dire voilà, toutes nos peurs, et puis être entendu, avoir un lieu où on est entendu. Ça, pour moi, ça me paraît essentiel. Qui est valable en Oui, fait pour la parole individuelle, mais aussi pour la parole collective en fin de compte. Parce que c'est aussi, comme le disait Daniela, au sein des groupes de parole, la parole est collective et pas seulement Oui, individuelle, oui, oui, tout à que fait. effectivement on peut aussi se construire et avancer. Merci Marie-Laure. je pense effectivement aussi que tout ce qu'on a déjà dit, mais qu'il faut vraiment pas s'empêcher de, de, de s'entourer de personnes différentes qui vous feront du bien, des groupes de parole, des couples qui ont vécu aussi des deuils également, des soignants en qui on a confiance. Je pense que tout ça, c'est vraiment primordial et nécessaire. Il faut vraiment aller chercher, tisser du lien avec ces différentes personnes pour, euh, pour être entouré au mieux. Mhm. Merci Myriam. Euh, Moi, ce Oui, que je Daniela. peux dire, peut-être juste comme quelque chose que j'aurais aimé savoir, ou en tout cas, j'aurais aimé y croire vraiment pendant ma grossesse d'après, c'est que je me suis aussi beaucoup inquiétée pour Isaac, donc le petit garçon que j'allais avoir, parce que je me disais, ça doit être tellement lourd pour lui d'arriver après la perte d'un autre bébé, et voilà. Et j'aurais aimé effectivement savoir qu'effectivement, oui, ça fait partie de son histoire. C'est le bébé d'après, et il est arrivé après un drame dans sa famille. Mais il est accueilli avec tellement d'amour et tellement de joie et il a aussi voilà il a fait retrouver beaucoup de soleil dans nos vies et j'aurais aimé savoir que ce bébé il aurait pas que des trucs en moins mais aussi des trucs en plus et voilà je sais pas si c'est un petit message d'espoir pour toutes ces mamans qui un jour pensent Mhm. à ce bébé d'après mais il recevra plein d'amour aussi grâce au grand frère ou à la grande sœur qui est pas là. Voilà. Merci Daniela. Alors, juste une petite question, parce que du coup, je crois que la question a été posée et bon, quitte à déborder un tout petit peu, autant prendre 3 minutes de plus avant de donner la parole à Christine. Mais est-ce que vous avez pu aborder ce qui s'était passé avec Isaac? Alors peut-être que parfois, on peut encourager les mamans à parler au bébé in utero si on se sent d'en parler. Je pense qu'il y a des femmes ou des couples qui aimeraient peut-être avoir un petit retour d'expérience un peu concret si vous avez envie d'en parler très brièvement. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que vous abordiez in utero avec votre bébé? Bah, de toute façon, Isaac était avec moi à tous les groupes de parole, à tous mes rendez-vous avec Marie-Laure, à tous mes rendez-vous de tout. Donc, Isaac, ça a été mon premier coéquipier pour ce deuil périnatal, finalement, même peut-être plus que d'autres gens de ma famille et de mon entourage. Il était avec moi tout le temps, hein. Donc, c'est vrai que cette grossesse d'après, avec tout ce qu'elle implique, on l'a vécu à deux ensemble, même si au début, j'avais du mal voilà, à faire équipe avec lui. J'ai dû, force de constater qu'il était vraiment là tout le temps avec moi et qu'il m'a quand même, il m'a quand même accompagnée tout le temps. Et donc, oui, je lui parle de Samuel. Il est au courant. Je lui en parle souvent. Mes autres enfants lui en parlent aussi. Voilà, à leur façon à eux, tout à fait, à leur façon. Donc voilà. Mais oui, c'est pas simple. En tout cas, c'est pas simple non plus. C'est jamais simple, de toute façon. Mais oui, oui, en tout cas, je sais pas si je lui parlais beaucoup, beaucoup. Je lui ai écrit quelques lettres, un peu aussi.
avec des suggestions. Je l'avais fait, Marie-Laure m'avait suggéré de le faire, d'écrire une lettre à Samuel, et voilà. Et c'est vrai que j'ai aussi pas mal écrit à Isaac, et j'ai une lettre pour lui que je lui ai écrite pendant la grossesse, ou une ou deux, et voilà. J'espère que peut-être un jour il aura envie de les lire ou pas. En tout cas, oui, j'ai essayé de. Merci Daniela. Alors Christine, je vous laisse la parole pour terminer ce webinaire. Moi, j'avais noté quelque chose de très très simple. Je me disais, ben, il faut oser faire confiance à ce bébé, à la vie, et il faut s'entourer. C'était ma conclusion. Bah, en tout cas, je vous remercie énormément toutes les quatre. Vous vouliez ajouter quelque chose du coup, Christine? Mais je pense qu'on a Euh, bien compris qu'il fallait s'entourer et que finalement, c'est ce qui oui, permettait c'est d'être ça, contenu en fait. exactement, tout à fait. Finalement, cette grossesse d'après qui peut être aussi peut-être vécue comme une grossesse très solitaire parce que parfois on a du mal Mhm. vraiment à se positionner par rapport à l'entourage qui peut être en complet décalage. Je pense aussi au conjoint, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu aborder, mais Oui, effectivement, on peut le vivre, cette grossesse, dans beaucoup de solitude et finalement, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour que cette solitude s'estompe et au contraire être tenue, contenue au moment de cette grossesse si spéciale. c'est ça. C'est quelque chose qui peut se faire en cours, enfin pas immédiatement dans le début, mais qui peut se construire. Et puis, je pense que les soignants maintenant ont quand même cette vigilance et proposent eux aussi des espaces, des relais, quand ils sentent la patiente, la maman, la future maman, le couple en difficulté, dans une difficulté, tout à fait. Bah, je vous remercie énormément. Je tiens à remercier beaucoup aussi Agapa, donc l'association qui est à l'initiative de ce webinaire. Donc merci à Agapa d'avoir mis en place toutes ces initiatives, d'ailleurs pendant la semaine de sensibilisation au deuil périnatal. Donc je vous remercie énormément toutes les quatre pour vos retours d'expérience, vos témoignages. Et puis bah merci à toutes les personnes qui étaient là ce soir. Au bout du compte, je ne sais pas combien nous étions, mais je pense que nous étions beaucoup. Oui, Que voilà, il y aura un 168. replay. Oui, Marie-Laure? Non, non, je lisais 168 pour le moment, mais, Ah oui, d'accord. mais, Bah, j'arrive pas à accéder ça a aux peut-être été plus chiffres. avant. Mais en tout cas, il y aura un replay dans les prochains jours pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Et si vous avez envie, en tout cas, de retrouver tous les coordonnées, enfin tous les contacts, je pense que de toute manière, tout sera sur les posts Instagram, Facebook et LinkedIn de l'association Agapa. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit peut-être. Et Merci. merci à tout le monde. Merci à vous. Ça m'enrichit. Merci Sophie. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.